Depuis plusieurs mois, le gouvernement colombien mène des pourparlers avec les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, afin de parvenir à un accord de paix. Où en sont les discussions et quels sont les enjeux? Nous avons rencontré à Bogota le président Juan Manuel Santos pour tenter de mieux comprendre ce qu'il se passe dans son pays. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire quand l'accord de paix sera-t-il signé avec les FARC? Il y a plusieurs semaines, vous disiez que ce serait cette année. En êtes-vous toujours convaincu? C'est ce que j'espère, c'est ce à quoi j'aspire. Mais nous savons d'expérience que fixer des délais dans un processus aussi compliqué n'est jamais très judicieux. Mais comme je l'ai déjà dit, j'aspire à un accord de paix afin de régler un conflit qui a fait saigner à mort mon pays durant les 50 dernières années. Monsieur le Président, le mois de mai sera marqué par le scrutin présidentiel. Le fait de négocier en pleine élection ne risque-t-il pas de poser un problème? Au début, je pensais que cela pouvait poser problème. Mais les élections sont un choix politique. Et le peuple va donc devoir choisir s'il veut la paix, oui ou non. Quelque part, cette élection est comme un référendum pour ou contre la paix. Monsieur le Président, vous avez dit que chacune des parties allait devoir faire des sacrifices. À quels sacrifices faites-vous allusion? Est-ce que cela signifie que les FARC n'auront pas à demander pardon? En fin de compte, le peuple colombien ne connaît pas les conditions de ces négociations de paix. Nous devons tous demander pardon, car chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, est responsable de ce conflit qui dure depuis 50 ans. Je ne peux pas mentionner de conditions spécifiques, car il y a un accord de confidentialité avec les FARC. Ce que je peux dire, c'est que le résultat, quel qu'il soit, sera soumis au peuple colombien. Le peuple colombien décidera s'il accepte ou non l'accord. C'est une garantie démocratique qui fait partie du processus. Monsieur le Président, nous avons reçu des questions sur l'hashtag de Twitter #AskSantos. Une question de Daniel. Vous avez dit qu'en cas d'attaque majeure contre une figure importante, le processus de paix sera interrompu. Mais les officiers de police et les soldats assassinés par les FARC ne sont-ils pas importants? Rappelons qu'il y a des attaques presque quotidiennes contre l'armée colombienne. Ataques casi a diario a las Fuerzas Armadas. Mais la guerre continue. Et nous avons dit qu'il y aura un cessez-le-feu dès lors que nous aurons signé un accord, pas avant. Malheureusement, nous poursuivrons cette guerre jusqu'à ce que nous ayons terminé ce processus de paix. En attendant, comme dans n'importe quelle guerre, il y aura des morts des deux côtés. Mais je crois que c'est le moyen le plus rapide d'arracher un accord. Je ne veux pas que le conflit se prolonge indéfiniment. C'est pourquoi je refuse un cessez-le-feu. Je ne l'accepte pas non plus, car la guérilla a toujours su profiter des cessez-le-feu pour se renforcer et continuer son combat. Je veux mettre un terme à ce conflit définitivement. Vous voulez dire qu'on peut négocier la paix à Cuba et en même temps poursuivre les combats en Colombie? Oui, je l'ai appris d'un ancien Premier ministre israélien qui a dit un jour « J'ai négocié la paix avec les terroristes », il voulait dire les Palestiniens, comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Mais je combats le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix en cours. Pero combato el terrorismo como si no hubiese proceso de paz. Quelque part, c'est ce que l'on fait ici en Colombie, parce que je suis convaincu que c'est le moyen le plus rapide de mettre fin à un conflit. Un autre tweet d'Abiel Snyder. Pourquoi postulez-vous pour un second mandat alors que vous êtes opposé au principe de réélection au point de vouloir l'abolir? N'est-ce pas contradictoire? Non, car c'est ce qu'offre aujourd'hui la Constitution et car je crois que le pays mérite la paix.
Nous avons fait des progrès et ce serait extrêmement irresponsable d'abandonner au milieu du processus de paix. On doit finir le travail, terminer le match. On doit terminer le match de la paix en Colombie. Vous avez dit aussi qu'il fallait s'attendre à ce que les membres des FARC siègent au Parlement. Quand ça? Cela doit encore être négocié. Ça fait partie des discussions de la Havane de ce que nous avons appelé la justice transitionnelle. Nous devons nous asseoir pour voir comment cela peut être envisagé, dans quelles circonstances et quand. Le peuple l'acceptera-t-il? Individuellement, les gens ont tendance à être contre en raison de la souffrance que le peuple colombien a endurée à cause des FARC. Si on demande aux Colombiens « Voulez-vous que les FARC participent à la vie politique ?» ils vont répondre non. Si on demande « Voulez-vous que les FARC obtiennent un avantage judiciaire ?» ils vont répondre non. C'est naturel, c'est évident. Mais si on propose un paquet complet et que l'on dit au peuple colombien « c'est la paix, ce sont les bénéfices de la paix », sinon on continue la guerre pendant encore 20, 30 ou 50 ans, je n'ai aucun doute. Je suis sûr que le peuple colombien choisira la paix. La guerre contre le trafic de drogue peut-elle être gagnée? Eh bien, lors des dernières années, nous avons eu relativement de succès. Nous devons être le pays qui a le plus souffert de la lutte contre le trafic de drogue au cours des 40 dernières années. Le pays qui a le plus souffert, qui a vu le plus de sang couler, qui a payé le plus lourd tribut. Et en même temps, notre pays a enregistré les meilleurs résultats. Nous avons démantelé les plus importants cartels, arrêté d'importants narcotrafiquants. Nous avons réduit les cultures de coca, même si le trafic continue. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au monde entier qu'il fallait envisager des formes alternatives, plus efficaces, parce que la guerre contre les drogues, déclarée par les Nations Unies il y a 40 ans, n'a toujours pas été remportée. Et nous payons tous le prix fort. La Colombie a l'autorité morale pour entamer ces discussions, comme nous l'avons fait, et je crois que nous devons débattre de ce problème de drogue, car cela concerne le monde entier, pas seulement la Colombie. Le mot légalisation fait-il partie de votre discours politique? Certains pays légalisent des drogues douces. Je ne peux pas l'exclure. Ce que j'ai dit, c'est que nous devons trouver d'autres voies, tous ensemble. Les pays seuls ne trouveront pas une solution qui pourra convaincre le monde entier. C'est pourquoi les discussions doivent être multilatérales. Il y a deux extrêmes, ce que j'appelle l'extrême asiatique, c'est-à-dire les pays où même les consommateurs de drogue vont en prison et où les dealers risquent la peine de mort. Et l'autre extrême, c'est la légalisation. Et au milieu, il y a plusieurs formes de combinaison. C'est ce dont nous devons discuter sur une base réelle et objective, car ce genre de discussion crée immédiatement de la polarisation. On choisit d'aller dans un camp ou dans l'autre. J'ai été critiqué parce que j'ai entamé cette discussion au niveau mondial en tant que président toujours en exercice. Je trouve que ces critiques ne sont pas fondées. Je pense que le monde a besoin de parler de ce sujet et la Colombie a l'autorité morale pour conduire cette discussion. On ne peut sans doute pas comprendre la guerre contre le trafic de drogue en Colombie si on n'essaye pas de comprendre la souffrance des Colombiens. Et pardonnez-moi de dire cela, mais même votre famille a souffert de la violence de cette sale guerre à travers votre frère. Vous étiez ministre de la Défense sous la présidence d'Alvaro Uribe et vous avez lancé des opérations militaires contre les FARC. Il semble que la politique de l'ancien président Alvaro Uribe soit différente de la vôtre. Juan Manuel Santos a-t-il changé d'avis? Juan Manuel Santos cambió de idea?
Non, je n'ai pas du tout changé d'avis. Je sais comment on fait la guerre. Je l'ai faite. Désolé de ne pas être modeste, mais aucun autre gouvernement que le mien n'a connu autant de résultats dans la lutte contre le terrorisme, contre la guérilla, contre les barons de la drogue, contre les gangs criminels. Personne n'a eu autant de résultats que moi. Mon gouvernement a connu des records d'efficacité. Quand j'étais ministre de la Défense, quand je suis arrivé, nous avons commencé à frapper fort à la tête des gangs criminels. Nous avons ciblé la structure centrale de ces organisations. Mais on ne fait pas la guerre pour atteindre un but. Je fais la guerre pour parvenir à la paix. Et la paix, c'est la victoire de la guerre. Un soldat ne se bat pas pour rien. La paix, c'est la victoire de la guerre. Un soldat se bat pour obtenir quelque chose, pour obtenir la paix. Je n'ai rien changé à ma manière de penser. Mais depuis, les circonstances nous ont permis d'entamer un processus de paix afin de terminer cette guerre par le dialogue et la négociation. Comme toute guerre, à un moment, il faut s'asseoir autour d'une table pour mettre fin au conflit. C'est ce que nous faisons en Colombie. Je n'ai pas changé d'avis. Et laissez-moi vous dire quelque chose, honnêtement. Faire la guerre, c'est bien plus facile que faire la paix. Faire la paix, c'est bien plus difficile. On fait face à toutes sortes d'ennemis, à toutes sortes d'intérêts, à des individus qui préfèrent continuer la guerre, à des gens comme mon prédécesseur. Mais je suis convaincu que ce que nous faisons est juste, que c'est bien pour la Colombie. Ma génération n'a pas connu un seul jour de paix. Donc je dis à mes compatriotes, fermez les yeux et imaginez la Colombie en paix. Imaginez que vous laissiez à vos enfants un pays en paix. C'est quelque chose de spectaculaire, de merveilleux, que je crois nous allons obtenir. Autre chose spectaculaire, c'est que malgré la situation, l'économie colombienne a une croissance annuelle de 5%. Quel est votre secret? Le secret, c'est d'avoir la bonne politique. Dès notre premier jour au pouvoir, nous savions qu'il fallait conduire des réformes fiscales, qu'il fallait concentrer les dépenses publiques dans des domaines spécifiques qui pouvaient stimuler l'économie. Nous savions qu'il fallait réduire l'inflation. Et c'est ce que l'on a fait. Malgré le conflit, la Colombie est le pays qui a créé le plus d'emplois dans toute l'Amérique latine au cours des 3 dernières années. La Colombie est le pays avec la plus faible inflation dans toute l'Amérique latine. Nous avons un taux d'investissement d'environ 30%, soit l'un des plus élevés, si ce n'est le plus élevé de toute l'Amérique latine. Nous avons des réserves de devises étrangères très importantes, notre dette diminue et les investissements étrangers augmentent. Nous figurons parmi les économies les plus prospères, pas seulement en Amérique latine, mais aussi parmi les pays émergents, et ce grâce à une politique de continuité, à une gestion responsable de l'économie, avec une austérité adéquate et des efforts concentrés, pour faire en sorte que l'économie reste sur cette dynamique. J'ajouterai une chose, la paix apportera à l'économie 2% de croissance en plus. Monsieur le Président, parlons de politique étrangère. Quel genre de relations entretenez-vous avec le Venezuela et son président, Nicolás Maduro? Écoutez, j'étais un ennemi farouche du président Hugo Chavez. Nous nous insultions tous les jours. Quand j'ai été élu, je me suis dit, il est le président élu du Venezuela. Je suis le président de la Colombie. Nous avons 2200 kilomètres de frontières communes. Nous dépendons énormément l'un de l'autre. Donc je l'ai appelé et nous nous sommes assis, comme vous et moi, ici. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, on ne s'entendra jamais sur un certain nombre de questions. Mais nous avons une responsabilité envers notre peuple.
Vous avec le peuple vénézuélien et moi avec le peuple colombien. À cause de cette responsabilité, pourquoi n'essayons-nous pas, tout en respectant nos différences, d'arrêter de nous insulter en public et à travers les médias? Nous n'avions pas de relations commerciales, même pas de relations diplomatiques. Nous avons même parlé de la guerre. Je lui ai dit, respectons nos différences, travaillons ensemble tant que c'est possible et essayons de résoudre par la voie diplomatique chaque différence possible. Depuis, c'était le 10 août 2010, à l'endroit où Simón Bolívar est mort et jusqu'à la mort de Chavez, nos relations étaient très bonnes. Même si nous n'étions pas d'accord sur un certain nombre de points. Avec le président Maduro, nous avons conservé ce mode opératoire. La Colombie fait ce que chaque chef de l'État doit faire avec les relations internationales, combiner ses principes avec ses intérêts. Cette approche nous a permis d'être dans le quartet avec le Brésil, l'Équateur et le Vatican, qui essayent de promouvoir le dialogue entre le gouvernement vénézuélien et l'opposition, afin de trouver des règles communes qui pourrait permettre à ce pays d'avancer sans souffrir. Car quoi qu'il arrive au Venezuela, cela concerne les Colombiens. Porque cualquier cosa que suceda en Venezuela nos afecta a los colombianos. La Colombie a toujours compté parmi les meilleurs alliés des États-Unis en Amérique du Sud. Comment se portent les relations entre Washington et Bogota à l'heure actuelle? Magníficas. Excellemment bien. Nous nous sommes rencontrés, M. Obama et moi, il y a quelques mois, et nous nous sommes dit que nous étions des partenaires stratégiques. Nous nous considérons comme les meilleurs amis des États-Unis en Amérique latine, et nous n'avons aucun problème à le dire. Pardon de vous interrompre, mais vous êtes amis en dépit de ce qu'a révélé la presse brésilienne, à savoir que les États-Unis vous espionnaient. Ils espionnaient d'autres pays. Les États-Unis sont nos alliés en matière de renseignement. Nous espionnions ensemble et nous espionnions nos ennemis communs. Donc nous n'avons aucun problème avec les États-Unis. Comment se portent vos relations avec l'Union européenne? Sont-elles plus fortes avec certains États membres? Oui, avec l'Union européenne, nous avons des relations magnifiques. Nous avons déjà un accord de libre-échange qui fonctionne. L'Union européenne est en train de lever un obstacle à notre grande satisfaction. Elle est en train de supprimer les visas pour nous. C'est un geste d'amitié et de reconnaissance et nous l'en remercions. Bien sûr, au sein de l'Union, il y a des pays avec lesquels nous entretenons une relation spéciale. L'Espagne, bien sûr, mais aussi le Royaume-Uni. Pensez-vous que les pressions de Madrid ont incité Bruxelles à supprimer les visas pour les Colombiens? Oui, l'Espagne a joué un rôle important. Le Premier ministre espagnol m'a appelé, c'était mon anniversaire. Et il m'a dit ce qu'il allait faire, à savoir faire pression avec d'autres pays. J'ai parlé avec de nombreux chefs d'État et de gouvernement, avec la chancelière Merkel, et ils ont tous soutenu cette initiative, ce que j'ai vraiment apprécié. C'est une étape très importante. Nous avons de très bonnes relations et nous devons faire tellement plus. Nous avons ce dont l'Europe a besoin et l'Europe a ce dont nous avons besoin. Pour finir, une question Twitter sur le football. Le mondial approche et quelqu'un se demande si Falcao va jouer. Et je croise les doigts. Je l'espère. Vous pouvez voir qu'il veut vraiment jouer et ses médecins m'ont dit que sa guérison est déjà acquise à moitié dans sa tête. Falcao fait de gros efforts. J'espère qu'il sera avec nous parce que notre premier match sera contre un pays européen, la Grèce. Malheureusement pour l'Union européenne, j'espère que nous le gagnerons. Y desafortunadamente para la Unión Europea, pues espero que ganemos nosotros. Presidente, gracias por esta entrevista. A ustedes, muchas gracias.